Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'amitié parce qu'on a tous expérimenté ça dans nos vies et que franchement on navigue à vue sans vraiment que personne ne nous ait jamais enseigné comment être un bon ami sans s'oublier ou comment se remettre d'une rupture amicale ou bien les red flags d'une relation ou ce qui est normal ou non. Donc voici quelques réflexions au sujet de l'amitié que j'ai eu envie de partager avec vous. Est-ce qu'on est un bon ami ? Si on se pose la question, et si on pose la question, la plupart des gens vont répondre que oui, moi je suis plutôt un bon ami. Mais la vérité, c'est que très peu d'entre nous sommes des bons amis. Est-ce que vous annuleriez une réunion pour votre ami ou plutôt un verre avec votre ami pour une réunion ? On prend souvent nos amis comme acquis, en mode « non mais mon ami va comprendre ». Quand une relation amoureuse va mal, on va voir un psychologue pour couple. On se dit « ok, je vais me battre pour cette relation dans laquelle j'ai investi à fond beaucoup de ressources ». On veut tout tenter avant que ça se termine. Par contre, c'est pas le cas pour les amis. Pourquoi on va pas chez un psychologue pour amis ? Pourquoi on fait pas une thérapie d'amitié ? Des embrouilles dans les couples, il y en a plein, et on se rabiboche, et on se réembrouille. Mais les embrouilles en amitié, c'est souvent une fois ok, et après terminado. Comment on peut balayer une personne d'un revers de main parce qu'il y a eu un désaccord, alors qu'on reste en couple avec quelqu'un après des millions et des millions de désaccords ? Souvent, après une dispute avec un ami, on se dit « en fait, c'était pas mon ami ». Ce qui est totalement faux, by the way. La fragilité d'une amitié et la façon dont on traite l'amitié différemment de l'amour est très déroutante à mon sens. Dans le podcast Journal d'un CEO, il raconte l'histoire d'un ami à lui qui a perdu son père. Et l'un de ses amis à lui, justement, a écrit un message le jour même à cette personne en deuil, en lui disant « Je suis désolé, je suis là. Je ne vais pas t'appeler aujourd'hui parce que tu dois être assailli de messages, mais je vais t'appeler chaque jour à 9h45. Ne te sens pas obligé de répondre, je ne le prendrai pas mal, mais je t'appellerai chaque jour et quand tu en ressentiras le besoin, quand tu te sentiras prêt à parler, décroche. » Il a appelé son ami pendant une semaine à 9h45 chaque jour, sans réponse. Et au bout d'une semaine, l'ami en deuil a décroché. Suite à cela, il l'a rappelé chaque jour pendant des mois jusqu'à ce que ça aille mieux. Les gens, rendez-vous compte, qui d'entre nous peut se vanter d'être un ami aussi quali ? Il l'a simplement appelé chaque jour pour que cet ami en question voit son nom apparaître sur son téléphone et se souvenir qu'il n'était pas seul. Plus de gens comme ça dans nos vies, please. Mais attention, parce que le deuxième point arrive. Deuxième point, un ami est là dans les bons moments et dans les mauvais moments. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Je suis quelqu'un qui s'est construit un solide réseau d'amis. J'ai beaucoup d'amis de par le monde, des vrais amis, ceux sur qui je peux compter. Et lorsque j'ai perdu mon père d'un cancer il y a 2 ans, j'ai appris de belles leçons. Premièrement, il y a des amis qui ne sont là que pour les bons moments et qui ne supportent pas le négatif, l'horreur ou les moments difficiles. Les amis de mon père, par exemple, sont peu à être venus le voir régulièrement. La maladie, ça fait peur, ça gêne, ça met mal à l'aise. J'ai même eu une conversation avec l'un de ses amis qui m'a dit « je ne savais pas quoi lui dire ». Et je comprends ça, don't get me wrong. Juste parfois, il y a rien à dire, juste être là. D'autre part, c'est difficile parce que la personne mourante n'a pas envie d'entendre tes récits de vacances, mais n'a pas non plus envie de parler de sa maladie. Donc je comprends la difficulté de naviguer dans ce type de moment, mais still, la présence est tellement importante. Dans ce groupe de gens-là, qui ne sont là que quand ça va bien, il y a aussi ceux qui ne vont pas bien et qui ne peuvent pas prendre plus. Leur verre est plein, ils ne peuvent absolument pas te soutenir parce qu'ils n'ont pas l'espace mental. D'autres encore ont terriblement peur de la mort, de la maladie. Dans la vie avec des sujets un peu moins graves, c'est pareil. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir quand tu ne vas pas bien. À toi de décider si oui ou non tu considères ces gens comme des amis ou pas. Spoiler alerte, moi pas du tout. Deuxième groupe de gens, il y a des amis qui ne sont là que dans les mauvais moments. Vous m'avez bien entendu. On dirait qu'ils aiment quand les choses vont mal. Généralement, ceux-là, on peut les reconnaître, c'est ceux qui sont issus d'un environnement un peu chaotique. Dans les mauvais moments, c'est cet ami-là qui te donne des conseils, qui te soutient, mais qui disparaît dans les bons moments. Et ça, c'est malsain parce que ça crée une espèce de codépendance aux mauvais moments parce qu'en fait, on se dit « bon j'ai envie que cette personne reste près de moi, elle est d'un fort soutien pour moi et je veux qu'elle soit là, on veut pas la voir disparaître. » Donc, on est dans une espèce de codépendance aux mauvais moments. Peut-être que ces gens-là, ça les fait se sentir bien à propos d'eux-mêmes, ou je ne sais pas. Puis il y a aussi une espèce de notion de curiosité malsaine, ça alimente un peu les ragots. Par exemple, il y a un ancien collègue de mon père qui est venu le voir une fois, et je pense que ça a alimenté quelque part son ego.
Il n'est venu qu'une fois d'ailleurs. Ou encore dans ce groupe de personnes-là, il y a aussi ceux qui ont besoin de drama dans leur cœur, dans leur vie, et du coup qui s'approprient le deuil ou la situation compliquée que vous vivez pour aller entre guillemets se plaindre à leurs amis à eux. Mon ami va mourir, ou purée, il est arrivé un truc de fou à Jacqueline, je suis trop mal pour elle, elle a failli mourir. Ceux qui leur donnent quelque part de l'importance et une raison que les autres, même s'ils ne connaissent pas la personne concernée, les plaignent. Et enfin, il y a un troisième groupe d'amis, et pour moi, ce sont les seuls que je veux garder dans ma vie. Ce sont ceux qui sont là dans les mauvais moments, mais aussi dans les bons moments. Je pense que c'est très précieux d'avoir des amis qui sont effectivement là dans les pires moments, dans les moments difficiles, dans les moments où tu perds espoir. C'est même primordial. Et j'avais effectivement le jour de l'enterrement, avec moi, sans surprise, mes gens sûrs, ceux qui sont là dans les pires circonstances. Mais croyez-moi, ces gens sûrs, ces mêmes amis qui étaient là, portent aussi une autre casquette, celle de ceux qui t'applaudissent quand tu réussis. Et dans ceux qui n'étaient pas là, je suis sûre que je peux aussi compter sur certains, malgré le fait qu'ils ne soient pas venus dans cette journée horrible, parce qu'ils ont été là après les jours, les mois et les années. Et pour moi, c'est tout aussi valuable d'avoir des amis qui sont là pour le pire que pour le meilleur. Ces gens qui sont là dans les bons moments sont ceux qui applaudissent, à qui vous pouvez envoyer un message pour dire « J'ai une méga victoire aujourd'hui » et qui sont foncièrement contents pour vous, qui ne se disent pas que vous êtes en train de vous vanter, qui ne se disent pas que vous voulez leur prouver que vous êtes meilleur qu'eux. Non, un ami, c'est pas que les gens qui sont là dans les pires moments. Bien sûr, c'est une super preuve d'amitié et cela, il faut les chérir et il faut des amis comme ça, mais est-ce que ces mêmes amis seraient là aussi pour vous applaudir? Personnellement, mes amis très proches portent ces deux casquettes et c'est ce qui fait la différence. Et vous? Un ami qui vient chez vous à l'improviste avec une bouteille de champagne parce que vous avez été promu? Une amie qui vous met en relation parce que vous lui avez parlé d'un projet? Un ami qui vient te soutenir à un match de sport très important? Hell yes! Les victoires de tes amis sont tes victoires. Un ami est celui qui applaudit le plus fort quand tu gagnes, même s'il attend son tour pour gagner, qui te tire vers le haut même s'il porte son propre poids, et qui est happy, heureux de te voir briller parce que ta lumière n'enlève rien à la sienne. Le troisième point, les amis, j'en ai des frissons. Simon Sinek partage ça et franchement, c'est game changing. Carrément, je vous répète mot pour mot ce qu'il a dit. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une seule personne dans votre vie qui vous dit « je crois en toi » parce que vous allez trouver le courage que vous ne pensiez pas avoir. Et cette personne doit aussi vous dire « et si ça foire, je serai là avec toi, je serai là assis dans la merde avec toi ». Mais qui vous dit aussi « je ne te sens pas bien ». Je m'inquiète pour toi. Est-ce que vous avez cette personne dans votre vie? Écoutez bien, il dit que le burn-out arrive quand on essaie de faire tout ce qu'on croit que les autres font seuls, alors qu'on ne voit pas qu'ils ont des relations puissantes et solides on the side. Et quand on pense qu'on doit tout faire seul, on se crame, alors que les autres qu'on pensait être seuls ont en fait des relations sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Exemple, peut-être que vous voyez cette collègue hyper dispo au travail et qui fait des heures sup, peut-être qu'elle a un mari ou des parents pour s'occuper des enfants. On ne sait rien de la vie des gens. Quatrième point, choisissez l'ami qui vous choisit. Je trouve qu'adulte, on doit maintenir l'amitié et on doit faire quelque part des efforts. Quand on devient adulte, on doit faire un peu plus des efforts pour voir ses amis. Perso, j'ai quitté la France à 18 ans et du coup, j'ai dû travailler sur mes relations amicales. Adulte, la vie se passe, on a des jobs, on a des obligations, des enfants parfois, et ça rend les choses un peu plus compliquées que quand on est enfant où on se voit quoi qu'il arrive dans la cour de récré ou quand notre mère a organisé une soirée pyjama. On a tous des vies hyper busy, on a des partenaires, des voyages d'affaires et on doit naviguer selon les agendas de chacun. Donc, l'amitié adulte, c'est vraiment montrer à l'autre qu'on le choisit. Ça peut être juste un petit message, une fleur, une lettre, c'est ok. Mais pour moi, c'est un full-time job. Si les deux parties ne font pas autant d'efforts, pas nécessairement les mêmes efforts, mais si les deux ne font pas autant d'efforts, l'un ou l'autre peut se sentir blessé. Donc le conseil du jour, c'est choisis l'ami qui te choisit. Parce que c'est facile de dire « Ah non mais moi je suis pas téléphone. Oh là, j'ai pas eu une seconde à moi. » Non, ça c'est des excuses. Perso, j'ai 24 heures dans ma journée, comme tout le monde ici, et je vous garantis que j'ai le temps pour mes amis, pour mes enfants, pour mon mari, mes 3 jobs et mon sport. Donc stop aux excuses. C'est juste que vous n'êtes pas compatibles en tant qu'amis si vous ne vous entendez pas sur ces points, si vous trouvez que l'autre est moins dispo que ce que vous aimeriez. Comme le dit Denzel Washington, peu importe à quel point tu es important pour moi, le moment où tu montres clairement que je ne suis pas important pour toi, tu deviens un étranger. Si tu ne vois pas ma valeur, tu n'as pas ta place dans ma vie, je n'ai pas le temps pour les gens qui pensent qu'ils peuvent me traiter comme une option. Ensuite, autre point, c'est arrêter de vouloir soigner ses amis, alors là je plaide coupable. Je me souviens d'une interview d'une psychiatre qui disait « Quand un de mes amis perd un proche, je lui réponds « C'est horrible et on va traverser cette période ensemble et je suis là pendant et je serai là après et c'est tout. » Pas de « tu devrais sortir, occupe-toi », pas de conseils non sollicités. Parce que quand un de nos amis va mal, on a tendance, et ça part d'une très bonne intention, bien sûr, à vouloir le guérir, le soigner et le sauver. Mais parfois, il faut apprendre à ne pas se mettre en travers de la leçon que la vie essaie d'enseigner à notre ami, parce que ça peut se retourner contre nous, d'une part, et à la place, peut-être que l'ami a besoin de ressentir ce qu'il est en train de ressentir. Si l'ami est dans une galère, on peut s'asseoir à côté de lui et lui dire « Ok, là, c'est pourrave, mais t'inquiète pas, je suis avec toi. » Et quand il ou elle se décide à se relever, alors là, on sera aussi là pour l'accompagner. Le meilleur move, c'est de demander « Comment est-ce
est-ce que je peux t'aider, de quoi t'as besoin, pour éviter d'assumer que la personne a besoin d'être sortie d'affaire, parce que parfois, elle a juste besoin d'une minute pour pleurer, pour vivre l'émotion, et on n'a pas besoin de quelqu'un qui essaie de nous sortir de là le plus vite possible. Ensuite, réflexion que je me suis fait récemment au cours d'une conversation, c'est qu'il y a des amis de circonstance. Vous est-il déjà arrivé d'être hyper proche de quelqu'un sur une période de temps, et puis, out of nowhere, sans pouvoir expliquer vraiment ce qui s'est passé, la relation a juste fade out, elle s'est estompée. C'était une personne qu'on voyait souvent, voire tous les jours, qu'on appelait, avec laquelle on s'écrivait, qu'on voyait en dehors du boulot, et la vie est passée par là. Il y a des amitiés de circonstances, et c'est ok de se dire que toutes les amitiés ne sont pas faites pour durer toute la vie. Parfois, la relation s'estompe sans explication. Exemple d'amitié de circonstance, un collègue qu'on voit tous les jours, avec qui on s'entend super bien, on se voit en dehors, on s'écrit tout le temps, un des deux change de job, on ne le voit plus ou on le voit moins souvent. Parfois, il y a donc des amis qui sont nos amis parce que les circonstances sont réunies, mais que si on enlève ces circonstances-là, la relation disparaît. Et c'est totalement ok. Ça peut aussi être des gens qu'on voyait tout le temps parce qu'on vivait dans la même ville et en déménageant, loin des yeux, loin du cœur. Enfin, cela ne tient qu'à nous et à l'autre, évidemment, de faire en sorte que la relation se maintienne. Une relation longue distance s'entretient et si vous devenez une option pour l'autre, il est temps de faire une mise à jour relationnelle. Parfois, en se posant, on se rend compte qu'on n'a plus les mêmes intérêts et c'est ok. J'en ai fait tout un épisode d'ailleurs sur la mise à jour relationnelle si ça peut vous aider. Et c'est aussi comme ça qu'on fait le tri d'ailleurs de ses vrais amis, ceux qui restent, ceux qui font l'effort, parce que rappelons-le et on le verra juste après, l'effort est un reflet direct de l'intérêt. L'effort est un reflet direct de l'intérêt qu'on vous porte. Il arrive que les gens nous promettent monts et merveilles, mais pour moi, l'effort que quelqu'un met dans une relation, dans un job, dans une situation, est le reflet direct de l'intérêt qu'il ou elle lui porte. Et si on se focusait sur les actes au lieu de vouloir croire, j'ai bien dit vouloir croire les paroles, parfois on a envie de le croire. On a envie de croire les paroles parce que ça fait rêver, ça répond à des fantasmes, et parfois, on est celui qui parle, qui promet, mais qui ne tient pas ses promesses. Les actions parlent plus fort que les mots, et elles démontrent sans détour l'intérêt que la personne en face de vous porte. Tu es désolé? Montre-le-moi. Tu tiens à notre relation? Montre-le-moi. Tu es heureux quand j'ai quelque chose à célébrer? Montre-le-moi. Tu veux m'aider? Montre-le-moi. Autre point, on ne peut pas changer quelqu'un qui est accro à ses problèmes. Et ça, c'est la biggest leçon du jour. Répétez après moi, les gens qui n'auraient pas de personnalité ou rien à raconter s'ils n'avaient pas leurs problèmes, on ne pourra pas les changer, pas les aider et pas les sauver. Je sais, c'est fou à dire, mais il est possible d'être accro à la souffrance et au drama. Pourquoi? Plusieurs possibilités. 1. On a connu que le chaos, donc on se sent confortable dans ce qui est familier, et donc on cherche à y rester. 2. Les émotions dites communément négatives ou à vibration basse, comme la colère, la tristesse, etc., sont ressenties de façon si puissante qu'elles nous font nous sentir vivants. Et certaines personnes ont besoin de se sentir vivants à travers des émotions débordantes. Mais ces gens-là, ce sont ceux qui vous parlent chaque semaine de la même chose, des mêmes dramas, de la même relation qui va mal, du même job qui va mal, des mêmes problèmes d'argent. On a tendance à les conseiller, mais ils ne suivent pas nos conseils, et on a envie de les aider, parce qu'on est des bons amis. Mais ils ne veulent pas être aidés, ils veulent se plaindre, ils ne cherchent pas de solution, ils cherchent une audience, ils veulent qu'on les plaigne, et on ne peut pas sauver quelqu'un qui coule volontairement. Si vous vous accrochez un boulet au pied, j'aurais beau essayer de vous tracter de toutes mes forces, je n'y arriverai pas. Ces gens-là absorbent votre énergie, et vous n'en aurez plus pour vous. Trouvez des gens qui veulent changer, si jamais ça va pas. S'ils ne vous écoutent pas, arrêtez de parler. Autre point, tu peux m'aider. J'ai remarqué qu'une manière de construire une relation solide, une relation d'amitié basée sur la confiance, passe parfois, pas tout le temps, mais parfois, par le fait de demander de l'aide, de se montrer vulnérable. Parfois, ça passe par le fait d'appeler la personne et de lui dire « Écoute, je vais super mal, j'ai besoin de toi ». Si on ne le fait pas, comme dirait Simon Sinek, on retire presque à l'autre l'honneur d'être présent pour nous. Il y a un dicton qui dit « Bonheur partagé est multiplié, malheur partagé est divisé ». Parfois, une preuve d'amitié, ça peut aussi être « Je sais que je peux t'appeler quand ça ne va pas, est-ce que tu peux m'aider ?» Ça, c'est une belle preuve d'amitié, ça veut dire que vous avez confiance en la personne. Attention toutefois à ne pas tomber dans le truc de « Aide-moi pour tout et pour rien ». Autre réflexion que je porte à votre attention, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un s'excuse qu'il ou elle peut avoir accès à vous de nouveau. C'est pas parce que vous avez fait le travail, que vous avez guéri, qu'ils ont le droit à une seconde chance. Quelqu'un m'a dit ça la dernière fois. Une personne m'a fait un sale coup, j'ai pas trouvé ça sympa, et j'ai dit que je ne lui laissais plus accès à mon énergie. Et une autre m'a répondu, je croyais que t'étais sage et qu'il fallait pardonner, que tu n'étais qu'amour. Alors oui, les amis, je pardonne. Ça ne veut pas dire pour autant que, bêtement, de nouveau, tu vas pouvoir avoir accès à mon énergie. Je n'entretiens pas de rancœur, je ne t'en veux pas, je serai poli, cordial, sympathique. Par contre, je ne créerai pas l'occasion de se voir et je ne te donnerai pas mon énergie. Ce n'est pas être rancunier, c'est délivrer de façon consciente l'accès ou non à moi et me protéger avec des barrières. Certains ne sont pas désolés. Ils sont juste inconfortables sans votre présence. Parce que rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, votre lumière, votre énergie rend les gens meilleurs. Si vous la retirez de ces gens-là, soudainement ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas aussi bons que ce qu'ils pensaient. Et parfois, ils se permettent des choses, de vous blesser parce qu'ils ont oublié à quel point vous êtes précieux dans leur vie et que ils ou elles vous prennent pour acquises.
Quand vous fixez des limites, soudainement ils veulent revenir comme avant. Ah désolé, j'aurais pas dû. Bah non, t'aurais pas dû. Donc mon conseil pour vous, c'est que ok, t'as fait une erreur, mais je ne suis pas obligée d'accepter tes excuses. Je peux les accepter ou non, et je peux aussi accepter ou non de vouloir t'avoir dans mon environnement ou pas. Ne laissez pas la solitude ou la peur d'être seul ouvrir de nouveau la porte à un chapitre qui était déjà terminé. Et tout le monde ne mérite pas une seconde chance, hein. Certains oui, mais pas tout le monde. S'il y a déjà eu des red flags par exemple, alors la personne pour moi ne mérite pas. Mais ça c'est à votre bon vouloir. J'ai lu une citation qui disait: pour certaines personnes, il vaut mieux les aimer à distance. Ensuite, vous donnez trop d'énergie. J'ai eu une révélation en écoutant le podcast d'un entrepreneur dont je me rappelle plus le nom malheureusement. Il parlait de l'énergie qu'on donne aux gens. Et il disait que si tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas quelqu'un, arrête de parler de lui. Ne mentionne pas son nom, parce que l'énergie que tu mets à parler de lui, tu lui donnes à lui. Si tu lui donnes de l'énergie, il en aura pour succès, il en aura pour être successful derrière, et après, tu te retrouves à dire, mais pourquoi lui ou elle, il a réussi alors qu'il est malveillant ou qu'il m'a fait du mal? Comme on se l'est dit, bad buzz is still buzz. Quand on parle de quelqu'un, de Donald Trump par exemple, on lui donne de l'énergie d'une façon ou d'une autre. Quand on gossip, quand on bitch, c'est de l'énergie qu'on consacre à la dite personne. On nourrit avec notre énergie cette personne d'une façon ou d'une autre. Donc la meilleure façon de gérer quelqu'un que vous n'aimez pas ou que vous trouvez malveillant ou encore qui vous a blessé, c'est de ne pas en parler, de juste ne rien faire. L'indifférence, my friends. Parfois, quand quelqu'un vous fait quelque chose ou ressentir quelque chose, c'est dur parce qu'on a envie, on a besoin d'en parler, on a besoin de lâcher la frustration qu'on a ressentie. Faites-le une fois au pire, mais pas plus d'attention que ça, pas plus d'énergie. Donnez-vous plutôt cette énergie à vous-même pour créer quelque chose ou pour devenir quelqu'un de meilleur. Plus on donne de l'énergie à quelque chose ou à quelqu'un, plus il gagne et il prospère. Plus tu donnes de l'attention à quelque chose, plus tu verras cette chose, plus tu vas l'expérimenter. Si tu ne l'aimes pas, ne parle pas de cette chose. Ensuite, ça c'est vraiment l'épisode, waouh, c'est cadeau. Certaines personnes s'alimentent de vos réactions. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce qu'il se passe quand vous arrêtez de réagir face à certaines personnes? Quand vous arrêtez de vous expliquer, de vous justifier? Quelque chose se passe. Les gens perdent le contrôle sur vous immédiatement. Il existe des relations, peut-être que ça vous parlera, où la personne en face de vous provoque, ou bien inconsciemment essaie de vous déclencher, ou vous vous sentez souvent déclenché par rapport à ce qu'elle dit. Ça peut être par exemple des sujets de conversation qui reviennent, ou bien des pics envoyés, des blagues soi-disant. Mais quand c'est tout le temps, il y a un red flag. Exemple, dans mon entourage, une personne de ma famille essayait toujours par tous les moyens de me faire réagir en me taquinant, en me disant exprès des trucs hyper faux, et moi évidemment, je bondissais telle une lionne, et notre relation était très conflictuelle. J'observe aussi autour de moi des patterns de gens comme ça, qui se parlent, qui se rabaissent pas forcément frontalement, mais sous couvert de conseils, ils font sentir l'autre comme une merde. Ces gens-là cherchent une réaction. Ils ont besoin d'émotions vives pour se sentir vivants, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'ils ont probablement grandi dans l'ignorance ou le chaos. Ils n'ont pas besoin de votre silence, mais ils ont besoin de votre réaction, de votre défense, de votre tentative d'être compris. C'est ça qui les alimente, c'est ça qui les nourrit. Et le fait que vous bondissiez, comme moi à l'époque, cette espèce de truc émotionnel de outburst, d'explosion, là, c'est ça dont ils ont besoin. Ils se nourrissent de cette énergie. Et quand on arrête de faire ça, et de leur donner, mais ils n'ont plus rien à mâcher, ils n'ont plus rien à travailler, à manipuler, plus rien contre vous finalement. Ces personnes, de façon totalement inconsciente, structurent et façonnent leurs relations autour du fait de provoquer des réactions de la part des autres. Ça leur donne un sens de pouvoir et d'importance. Attention, c'est très inconscient, hein. Et ils ont besoin de vous voir vous énerver pour se sentir en contrôle. Et dès lors que vous arrêtez, que vous retirez ce pouvoir, ils arrêtent. Et si vous avez toujours été dans ce type de dynamique-là, c'est très dur, quand on est dans ce type de relation, d'arrêter de réagir. Mais je pense qu'il faut se demander, est-ce que le combat nécessite d'être mené. Et si vous voulez savoir combien d'amis vous avez, j'ai envie de vous dire, lancez un business. Certains supportent et soutiennent plus de célébrités que leurs propres potes. Qui reposte, qui partage, qui ignore, qui like, qui en parle, qui est présent à vos événements, qui vient pour l'ouverture de votre coffee shop, qui parle de vous dans une salle pleine d'opportunités. Ou bien parler d'un projet et vous voyez ceux qui vous soutiennent à fond, ou bien ceux qui rigolent plutôt, ou ceux qui font des recherches et qui vous envoient des articles derrière. Leur comportement en dit long sur si oui ou non vous avez des vrais amis. Autre réflexion que je me suis faite ces derniers temps, c'est qu'on est jaloux de ce que l'on veut. Peut-être que vous avez ressenti parfois de la jalousie quant à vos amis. Est-ce que ça fait de vous un mauvais ami? Non. Je pense qu'on est jaloux de ce que l'on veut, et dans ces moments de jalousie, de matériel, de situation, etc., c'est le moment de plonger. C'est pas que vous avez un problème, mais peut-être que c'est un message pour vous dire que vous ignorez quelque chose qui est important pour vous, qu'il manque une valeur à combler dans votre vie. Vous êtes jaloux de la famille que s'est créée Joséphine? Peut-être que vous avez mis de côté l'aspect famille de votre vie. Cette cuisine de votre ami, vous en êtes hyper jaloux? Eh bien, allons creuser. Comprendre qu'on est jaloux, c'est se regarder avec sincérité. Ok, c'est normal de ressentir parfois de la jalousie en étant content pour cette personne en face, c'est cool, mais laissons-les avoir une super cuisine. Et maintenant, nous, demandons-nous, de quoi on est jaloux? Qu'est-ce qui nous donne envie? Ce qui est pour vous vous trouvera, et la jalousie est un message de votre vous futur. C'est une émotion frustrante qui essaie de vous faire mettre de l'énergie pour vous réveiller et pour vous montrer que vous n'êtes pas encore là où vous voudriez être. Récemment, mon coach Dynamo nous a dit un truc.
ça m'a frappé. Il m'a dit, ton pote en a marre de t'entendre parler de tes projets. Honnêtement, je me suis demandé si j'étais pas dans le Truman Show. Tellement c'était vrai. C'est tellement dur de ne pas parler d'un projet quand on est super excité à l'idée de le réaliser. Au début d'un projet, on a trop hâte d'en parler, on veut les avis de tout le monde, on s'en nourrit, on s'épanouit. Mais bien souvent, comme on se l'est déjà dit ici, les projets restent des projets pour plein de raisons. Peur de réussir, peur d'échouer, excuses en tout genre, pas le temps, pas d'argent, pas ceci, pas cela. Donc, depuis, je m'applique une règle. Tant que le projet n'est pas lancé, je n'en parle à personne. D'une part, parler avec des gens peut vous dérouter de votre trajectoire, parce que tout le monde y va de son avis, et rappelons-le, ne demandez pas l'avis de ceux qui ne sont pas là où vous avez envie d'être. Et deux, c'est du temps précieux que vous auriez pu utiliser pour faire passer votre projet de ce stade au stade concret. J'étais la première à dire, je vais faire ceci, j'aimerais faire ça, mais déjà d'une part, ça doit fatiguer nos amis à force de raconter ça. Au lieu de dire, je vais faire, je ferai ci, je ferai ça, bien dire fait rire, bien faire fait taire. Donc venez, on arrête de parler de ce que l'on fera et on le fait à la place. Bon, comme d'habitude, autre point, si ça vous draine, ce n'est pas pour vous, big leçon qu'on devrait apprendre à l'école, une relation amoureuse, un ami, un membre de ta famille, un job, si ça t'épuise, c'est juste pas pour toi, end of story. Tout ça doit ajouter à nos vies, doit nous nourrir, doit nous élever. Pourquoi on va aller s'engouffrer avec des gens qui nous tirent vers le bas et nous bouffent notre énergie? Si vous vous sentez sans cesse mal au contact de quelqu'un, virez-le. Petite réflexion aussi forcément sur les gossips. Certains gossipent parce qu'ils ont peur qu'on parle d'eux. C'est beaucoup plus facile de gossiper, de parler des autres que de devenir soi-même quelqu'un de bien et de faire partie de ces fameux 1%. Parler des autres vous fait vous sentir puissant parce que ça vous donne un truc du genre « je sais ce qu'elle fait de mal, je sais ce qui va pas chez lui ». Mais ça vous maintient occupé, déconnecté, désaligné de votre chemin. Quand on a peur d'être vu, d'être jugé, d'oser et d'avoir des gens qui parlent de nous, on parle des autres. Parce que c'est clairement ce qui se passe quand vous allez vous élever. Bien sûr que les gens vont parler de vous. Ils vont pas comprendre, vous allez avoir des haters, des gens qui rigolent, et la plupart des gens ont très peur de ça. Ils préfèrent donc parler des autres, critiquer les autres, au lieu d'écrire leur propre histoire. Mais croyez-moi, vous ne pouvez pas construire une vie dont vous êtes fier en parlant des autres, en les critiquant. Généralement, on a peur d'être jugé parce qu'on juge. Et vous ne serez critiqué que par ceux qui font moins que vous. Ceux qui font plus sont bien trop occupés. J'espère que cet épisode sur l'amitié vous a plu, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.